Salut Dorian Astor, Bonjour Pierre. enchanté de te rencontrer. Tu habites, Moi aussi. tu es venu de Berlin à Paris Voilà, pour un événement particulier. pour la sortie d'un dictionnaire Nietzsche aux Ça. éditions Lafon, que j'ai D'accord, dirigé, et voilà, un travail de 4 ans, et ça sort, là maintenant, 9 mars. Et ça sort le 9 mars. Ouais. Il y a 20 ou 30 chercheurs qui sont sur le projet. Et c'est ça, hein, c'est Exactement, sous ta ouais, ouais, direction il y a avec, quasiment une trentaine de grands spécialistes de Nietzsche, Mhm. d'une dizaine de pays différents. Il m'importait, moi, euh, de- de- d'avoir des représentants des études nietzschéennes de chaque pays, parce que la dimension des études sur Nietzsche est internationale. Ouais, Donc l'Italie, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. d'accord. Donc c'est un beau projet, moi j'en suis très content. Ouais. Je suis très content que ça arrive. C'est cool. Et donc moi je t'ai découvert en fait sans le savoir au début parce que j'avais lu une biographie de Nietzsche de toi. Donc c'est toi qui l'avais écrite. Je sais plus, c'était en quelle année à peu près? 2011. C'était 2011, Ouais, c'était ouais. à sa sortie. Et ensuite, j'ai pas donné suite à tout ça et je suis tombé sur un autre livre. Donc cette fois-ci c'est La détresse du présent. Donc toujours de Dorian Astor. Et c'est là où je t'ai donc redécouvert encore une fois. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a parlé parce que c'était assez clair, c'est touffu. C'est quoi? C'est 650, ouais. 650 pages, c'est très touffu, mais c'est très clair, compréhensible, abordable. Et faut s'y mettre. C'est tout. Et voilà, je voulais t'interroger en fait, pas forcément sur ces livres que tu as écrits, mais comme tu as écrit une biographie et comme tu as écrit un livre sur Nietzsche, même si ça mélange toujours biographie et écrit en fait sa vie, j'aurais aimé t'interviewer d'abord sur en fait quelques anecdotes sur sa vie qui peuvent un peu le définir ou illustrer Nietzsche. Comme tu as écrit une biographie dans un premier temps, et ensuite en venir à sa philosophie en elle-même. Oui, bien sûr. Je pensais par exemple, je fais juste allusion à 3 anecdotes, une de jeunesse où il retire un charbon ardent, Oui, oui, oui. une autre où il se prend en photo avec Lou Andrea Salomé et Paul Rey avec un chariot, et une autre où il enlace un cheval et il fait une sorte de crise d'hystérie. Oui, ce sont 3 anecdotes connues. Alors, si tu veux bien, avant de revenir sur ces anecdotes, puisque tu disais toi-même avec raison que sa vie et son œuvre s'articulent beaucoup, moi ce qui m'a frappé en essayant de raconter, d'écrire une biographie de Nietzsche, c'est que Nietzsche n'a cessé de s'arracher au milieu où il était. Voilà. Il n'a cessé de faire le vide autour de lui, jusqu'à une solitude quasi absolue. Mais il a fait des études de théologie, il est passé en philologie, des études de philologie, il a commencé à être prof, et puis il a commencé à écrire de la philosophie, il a quitté l'enseignement, il a quitté l'Allemagne, il n'a plus de domicile fixe, il a eu une vie errante pendant une dizaine d'années, il a eu des amis dont il s'est séparé, il a eu des maîtres dont il s'est séparé, Schopenhauer, Wagner, qui était lui un ami personnel. Et puis il s'est fâché peu à peu avec beaucoup de ses amis, quelques-uns sont restés. C'était quelqu'un qui manifestait une exigence quasi maladive. Il demandait beaucoup de ses interlocuteurs et il se demandait beaucoup à lui-même. Voilà. Et au fond, on est déjà directement dans un des gestes très importants de sa philosophie, qui est le dépassement. Le dépassement de soi, le dépassement de l'homme, le dépassement des valeurs dominantes, etc. Et évidemment, ce dépassement de soi, cette exigence, cette rigueur envers soi-même, elle est aussi beaucoup liée au fait qu'il a été quasiment toute sa vie malade, une affection cérébrale, dont on a beaucoup pensé qu'elle venait d'une syphilis, on n'en est pas sûr, mais peu importe après tout, le fait est que à l'âge de 46 ans, il a sombré dans la folie, dans l'apathie, qu'il a passé 10 ans comme un légume. Bon. En ayant toute sa vie de grandes migraines, de grandes nausées. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, pour écrire, pour rester en vie, a dû perpétuellement se dépasser, aussi dans son écriture, etc. Donc ça, c'est le mouvement général, je dirais, de laisser des choses derrière soi. Il écrivait souvent, voilà. J'ai laissé Wagner derrière moi, j'ai laissé un tel et un tel. Pardon. Alors ensuite, ces anecdotes, elles sont
elles sont significatives. La première à laquelle tu faisais allusion, c'est au fond le côté stoïcien du petit Nietzsche, qui très tôt a voulu éprouver ses propres limites. Et sa famille raconte qu'il rentrait de l'école sous la pluie, qu'il refusait de courir et qu'il fallait marcher calmement sous la pluie. Or, il se trouve que dans des textes ultérieurs, on retrouvera l'image du philosophe qui s'en va calmement sous la pluie, et c'est l'image d'un philosophe stoïcien. Stoïcien qui l'accusera beaucoup ensuite d'être névrotiquement avide de maîtrise et de rationalité, mais bon. Et il y a effectivement une anecdote où à l'école, là je ne sais plus en tête exactement les dates, mais peu importe, il était adolescent, et ils avaient lu dans un auteur d'histoire romaine qu'un héros latin, dont le nom m'échappe actuellement aussi, avait par défi saisi des braises ardentes dans un brasero pour dire son héroïsme. Et le petit Nietzsche avait prétendu que, comme ce héros, il pouvait tenir une poignée d'allumettes et les enflammer. Et effectivement, il s'est brûlé la main, ses camarades l'ont arrêté. Voilà, donc une espèce de dureté comme ça, et de mise à l'épreuve de soi-même perpétuellement. Voilà. L'autre anecdote, donc beaucoup plus tard, ça, la photo à laquelle tu fais allusion, c'est en 1882. C'est le moment où il a vécu une période, ça n'a pas duré longtemps, à peine un an, toute cette histoire, ce qu'on appelait la fameuse Trinité, puisqu'il est tombé amoureux d'une jeune russe germanophone, Lou von Salomé, qui deviendra Lou Andreas Salomé, qui sera la maîtresse de Rilke, qui sera l'élève de Freud, donc un parcours incroyable. En fait, c'est le premier livre que j'avais écrit en 2008, une biographie de Lou Andreas Salomé. Et ils ont formé une espèce de trio, j'allais dire de ménage à trois, mais très vraisemblablement, ils n'ont pas consommé à cette période-là. Lou est le troisième, sans doute après, mais on n'en est pas sûr, et au fond, peu importe. Et le troisième, c'était donc Paul Rée, qui était juif. Je le précise parce que il faisait partie de cette génération qu'on appelle en allemand les représentants, ou ceux qui souffrent du jüdischen Selbsthass, c'est-à-dire de la haine de soi des juifs. Hein, une espèce d'antisémitisme retourné contre soi. Nietzsche n'était pas du tout antisémite, au contraire, il était plutôt philosémite. Énormément de textes l'attestent. Mais, par exemple, lorsque Paul Rée a appris que Lou von Salomé, dont il était amoureux, avait elle-même appris qu'il était juif, il s'est évanoui de panique. Bon. Donc c'était un personnage compliqué, c'était un ami de Nietzsche, et donc ils ont rencontré Lou von Salomé à Rome, qui avait 20 ans, et qui était un esprit extraordinaire, un monstre d'égoïsme animal, disait Nietzsche, mais elle avait une compréhension, dont on disait d'ailleurs à l'époque, elle a un intellect d'homme, hein, on n'était pas habitué, on ne voyait pas comme ça une femme avoir au fond une rationalité si froide de parler d'égal à égal avec des intellectuels mâles, voilà. Et donc Nietzsche est tombé assez rapidement amoureux. Alors pour Nietzsche, tomber amoureux, c'est toujours un peu spécial parce que il n'avait pas grand intérêt à la sexualité, un rapport compliqué au désir, fils de pasteur, à une époque tout de même de grand puritanisme. Donc c'était une espèce d'amour à la fois intellectuel, une espèce de passion comme ça. Et peut-être la volonté un peu masochiste de se brûler auprès de cette personnalité qui était si vampirique au fond. Elle prenait toute l'énergie de ses amis. Et Paul Rée est tombé amoureux aussi de Lou von Salomé, et il a pourtant accepté de transmettre la demande en mariage de Nietzsche auprès de Lou, alors qu'il était lui-même amoureux. C'est arrivé 2 fois cette chose-là, et Lou von Salomé a refusé 2 fois le mariage. Et juste après, ils sont restés amis quelque temps encore, ensuite les choses ont mal tourné, mais juste après, ils étaient en Suisse, et Nietzsche a eu l'idée tout à fait saugrenue de faire une photo. Est-ce que c'était à Lucerne ou à Zurich ? Je crois que c'est Lucerne, je ne sais plus, en Suisse en tout cas.
Ils sont allés chez un photographe professionnel et ils ont fait une mise en scène. C'est une photo célèbre qui est reproduite dans la biographie, où l'on voit Lou von Salomé dans une charrette avec un fouet, et où on voit attachés à la charrette comme deux bœufs, Paul Rée et Nietzsche. Donc il y a là une mise en scène typiquement masochiste, avec une espèce de contrat passé entre la maîtresse et ces deux esclaves, j'allais dire. Voilà, donc c'est une photographie assez ambiguë, évidemment. Et moi, ce qui m'a toujours fait rire ou fait sourire dans cette histoire, c'est que on a beaucoup reproché à Nietzsche des passages extrêmement misogynes dans son œuvre. Il y en a, on peut pas sauver tout ce qu'a dit Nietzsche. Il y a des passages très durs sur la féminité, il y en a d'autres qui sont très très beaux. Et il y a cette fameuse phrase dans Zarathustra, où Zarathustra dit « Si tu vas voir les femmes, n'oublie pas ton fouet. » Voilà. Bon, pour les mater ou que sais-je. Or, lorsqu'on lit cette phrase extrêmement choquante, mais qu'on a à l'esprit cette photo, on se dit, mais le fouet, mais pour qui ? Qui avait le fouet sur cette photographie ? C'était elle, c'était Lou. Voilà. Voilà cette seconde anecdote. Entre nous, ce que je remarque sur cette photographie, c'est que je crois que Paul Rée et Lou Andréas Salomé ont le regard tourné vers le photographe, et Nietzsche a un regard vers le lointain. Oui. Ce qui est très significatif. Et ça m'amène à me poser la question, ou à remarquer chez Nietzsche, déjà, donc il y a cet aspect mise en scène, mais cet aspect aussi un peu non dit, ou allusif, ou presque symbolique parfois. On sait que dans le Zarathustra, c'est très allégorique, tout ce qu'il raconte, sa façon de transmettre en fait sa pensée un peu indicible de l'éternel retour, etc. Et on a chez Nietzsche aussi, si tu peux nous en parler un peu, c'est cet aspect d'allusion, de double sens, d'ironie, ces choses comme ça. Absolument, oui. Absolument. D'abord, c'est un auteur, c'est un philosophe qui attache énormément d'importance au style, et qui, de fait, pas le jeune Nietzsche, qui a encore un style assez lourd, assez universitaire, quelquefois un peu ampoulé, et on voit au fur et à mesure des années où sa pensée se libère, où son esprit devient libre, on voit que sa langue devient l'une des plus belles proses de langue allemande. C'est un allemand extraordinaire. La question du style est liée au cœur même des problèmes philosophiques qui importent à Nietzsche pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que Nietzsche produit une grande critique du type de rationalité employé dans la philosophie, et en particulier dans la philosophie allemande, et on pense à ses deux grands prédécesseurs, Kant et Hegel. Bon, Schopenhauer était un grand styliste en réalité, et d'ailleurs Nietzsche apprécie beaucoup, y compris le style de Schopenhauer, mais bon, Kant, Hegel, ce ne sont pas seulement des philosophes, mais des professeurs de philosophie qui déploient le concept avec une très grande rationalité. Et Nietzsche, en réalité, se méfie, et il s'en méfie déjà chez Socrate, il se méfie du pouvoir que donne une certaine forme de rationalité logique. Le rapport entre cause-conséquence, le rapport d'identité, le rapport d'opposition, tous les rapports binaires, tous les rapports dualistes. Bon. Donc d'une certaine manière, vu que lui par ailleurs quitte l'université et qu'il n'est pas tenu à un langage universitaire plombé par cette espèce de néo-scolastique de la philosophie allemande, donc évidemment il va travailler contre ce langage-là, et il va travailler au fond avec un style adéquat à sa manière de penser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité en soi. Chaque acte de connaissance est déjà un acte d'interprétation, d'appropriation. Donc on ne peut pas faire semblant de dire que la vérité parle par ma bouche, que l'esprit absolu se déploie dans ma phénoménologie de l'esprit, pour faire allusion à Hegel. Mais au contraire, il faut un style qui rende compte de l'activité pulsionnelle d'appropriation, cet appétit, cette volonté de puissance, dira Nietzsche à un certain moment, qui est l'activité même du philosophe, et qui rapproche son activité de l'activité de l'artiste et du législateur, dit Nietzsche.
Donc il faut inventer un langage. Et il le dit, je crois que c'est dans Par-delà bien et mal, il parle de son nouveau langage. Pourquoi ? Parce que dès le départ, dès 1873, il y a un très beau texte qui s'appelle Vérité et mensonge au sens extramoral, qui est une critique à la fois de la connaissance et du langage lui-même. C'est-à-dire que quand on commence à nommer, à inventer des noms pour quelque chose, on s'approprie quelque chose, on le fixe, et on commence cette vaste et profonde activité falsificatrice, de dire ceci est une feuille, très bien, vous êtes dans une forêt, il y a des millions de feuilles. Ces millions de feuilles sont toutes subsumées sous un terme, un concept, qui s'appelle le concept de feuille. Bon. Donc c'est très bien, c'est très pratique, on ne peut pas faire autrement. Mais on rate la multiplicité infinie des feuilles dans la forêt. Bon. Or, Nietzsche est un penseur de la multiplicité, un penseur de l'interprétation, etc. Donc, il va essayer d'avoir un style approprié, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs aspects dans le style de Nietzsche. Il y a d'abord, évidemment, une écriture aphoristique, c'est-à-dire, alors ça, il s'inspire beaucoup, d'ailleurs, via Paul Rée, qui lui fait découvrir les moralistes français, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, évidemment, Chamfort. Donc Nietzsche se dit que ce type d'écriture est propice au type de sens qu'il produit en philosophie. Et il dit à un moment, l'aphorisme interprète et en même temps doit être interprété. C'est-à-dire qu'on enclenche ce phénomène d'interprétation qui oblige à remettre en cause simplement la tradition philosophique de la démonstration, démonstration de l'existence de Dieu, etc., démonstration de la vérité, ou que sais-je encore. Et l'autre chose, il y a évidemment beaucoup d'aspects au style de Nietzsche, mais ce qui, moi, me frappe beaucoup, ce qui frappe tout lecteur, c'est que Nietzsche va utiliser, et de plus en plus abondamment, les guillemets, les italiques, donc dans le manuscrit, les soulignements, et les tirets, qui donnent d'abord sans cesse un effet de distance, c'est-à-dire qu'à un certain moment, Nietzsche n'écrira plus le terme vérité, le mot vérité, qu'entre guillemets quasiment. Alors quand il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est différent. Quand il parle du bien ou du mal, quand il parle de la morale, chaque fois qu'il parle de quelque chose dont il a modifié le concept ou dont il a proposé une critique, vont arriver les guillemets. Et puis arrivent aussi les italiques et les tirets qui vont donner un rythme, et un rythme au sens physique, un rythme au texte et à la lecture qui correspond vraiment à ce que Nietzsche appellera par ailleurs l'aspect physiologique de l'écriture. Comme il parlera de physiologie de l'art, non pas simplement l'idéal du beau, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que la poésie, mais que fait la musique au corps, comment les corps sont modifiés par l'expérience artistique. Et avec l'expérience littéraire, l'expérience de lecture, c'est la même chose. Donc il va chercher des rythmes, le tiret par exemple, c'est vraiment temps d'arrêt, insistance. Voilà, donc il y a toute une partition avec le temps qui devient de plus en plus riche et subtil chez Nietzsche, toute une partition de son écriture. Oui. Le fait que ce soit d'ailleurs une sorte de penseur de la nuance, tout est en nuance. Ça en fait aussi parfois un penseur de la contradiction. Je me souviens de certains passages de ses livres où il disait que par exemple le chaud et le froid ne sont pas en fait des opposés, mais plutôt justement des degrés. Oui. Donc contrairement à Hegel ou je sais pas n'importe quel autre penseur de la contradiction avec des opposés, il va mettre ça plutôt comme un éventail. Absolument. De possible. Absolument. Et au fond, tu nuances toi-même le terme de contradiction, puisqu'effectivement, il n'est pas un penseur de la contradiction. Et il affirme toujours deux choses. D'abord que, comme on disait à l'instant, il n'y a aucune raison que la réalité et que du coup la pensée elle-même est un fonctionnement essentiellement binaire. Oui. Il n'y a aucune raison à ça. La multiplicité, c'est toujours au moins deux et sans doute beaucoup plus. Et l'autre chose, c'est que pour cette raison même, il n'y a aucune raison que
quelque chose ne naisse pas de son contraire. Et ça, il le dit, il le répète, y compris dans la morale, que le bien peut naître du mal, que le néant, le nihilisme peut naître de la création et inversement. Donc, comme tu dis très justement, tout ça, ce sont des affaires de degrés. C'est un penseur des degrés de puissance, j'allais dire, hein, un peu comme Spinoza, avec de grandes différences. Et à ce propos, je fais une parenthèse, celui qui a beaucoup travaillé là-dessus, à la fois sur les pensées des degrés de puissance, et donc des variations, plutôt que des contradictions, chez Nietzsche et chez Spinoza, c'est Deleuze. Ouais. Deleuze qui, dès son premier grand ouvrage Différence et répétition, va opposer Hegel, non pas à Nietzsche cette fois, mais à Leibniz, en disant que Leibniz, qui est aussi un penseur des degrés, vraiment, que Leibniz est un penseur de la vice-diction. Comment on pourrait dire les choses autrement, comme un vice-président. Il n'est pas le président, mais il pourrait représenter le président d'un autre point de vue. Donc, un autre point de vue pour dire autrement la même chose, une vice-diction. Contrairement à Hegel, qui lui est un grand penseur de la contradiction. C'est-à-dire que le mouvement dialectique, c'est un peu une tarte à la crème ce mot chez Hegel parce qu'il l'utilise pas beaucoup, mais le grand mouvement de la négation par la contradiction, c'est quelque chose qui est très étranger à Nietzsche, que Deleuze a beaucoup souligné, quelquefois même excessivement, on lui a reproché, l'opposition Hegel-Nietzsche, peu importe, ça sont des affaires d'historiens de la philosophie, mais en tout cas, ça veut dire que si les choses, non seulement les choses doivent être comprises par degrés, pardon, et les réalités ou les phénomènes doivent être compris comme émergeant eux-mêmes de ces variations, y compris de ce qu'on appelle, nous, qui avons une connaissance limitée, qui percevons les choses simplifiées, falsifiées, des choses qui nous apparaissent comme des contradictions. Et Nietzsche se réfère souvent à Héraclite, le grand philosophe présocratique, qui est le grand penseur de la contradiction et du devenir, c'est-à-dire que, dit Héraclite, polémos, le conflit, la guerre est le père de toute chose. Et Nietzsche affirmera plusieurs fois qu'il est un héraclitéen. À partir de là, ça veut dire que s'il n'y a pas contradiction d'essence, le bien, le mal, le vrai, le faux, l'être, le néant, etc., mais qu'on joue par degrés, Nietzsche, dans Le Gai Savoir, dit pourquoi, au lieu d'admettre l'en soi et le phénomène, comme fait Kant, il dit pourquoi n'admettrions-nous pas simplement des degrés de l'apparence, des degrés de réalité qui vont du plus illusoire jusqu'au plus réel, si on peut employer encore le mot. Et donc cette pensée des degrés est enrichie par une pensée qu'on a l'habitude d'appeler chez Nietzsche perspectiviste, c'est-à-dire que toute connaissance, toute évaluation est produite par un être connaissant, par un être qui évalue, par la vie, par un être vivant, par l'homme, mais aussi par l'animal. Il arrive à Nietzsche de dire, mais pour la mouche aussi, elle se considère au centre du monde. Donc ce perspectivisme-là, qu'il n'y a pas de réalité, qu'il n'y a rien qui puisse être donné sans qu'il y ait une perception et une perspective sur cette chose-là. Ces perspectives sont évidemment infinies, et pour essayer d'interpréter ce qui est donné, d'interpréter le monde, d'interpréter les phénomènes, eh bien, il faut essayer de se sortir de la perspective très limitée que nous sommes. Donc Nietzsche n'est vraiment pas un relativiste qui dirait chacun sa vérité. Il dirait presque chacun sa bêtise. Dans Le Gai Savoir, il dit que le perspectivisme, c'est la fatalité de notre bêtise. Nous sommes limités, nous ne voyons pas, nous n'arrivons pas à prendre d'autres points de vue. Pardon. Et la liberté de l'esprit, c'est précisément essayer de devenir le plus mobile possible. Leibniz déjà disait à chaque problème, essayer de trouver le bon point de vue. Nietzsche dirait non pas le bon point de vue, mais le plus de points de vue possible. Et il dit, dans Humain trop humain, je crois, il faut traverser 500 convictions, laisser 500 convictions derrière soi. Ailleurs, il dit, il faut se faire le plus Dieu possible, les yeux. Donc voilà. Donc, si on le lit superficiellement, ou si
comme tout le monde fait, y compris moi quand j'écris sur Nietzsche, parce qu'on n'a pas le choix, si on cite Nietzsche, on peut trouver une citation, une phrase qui va dire quelque chose et une autre qui va dire son contraire absolu. Et là on dit Nietzsche c'est pas un philosophe très sérieux, mais il faut toujours considérer d'abord l'ensemble de l'œuvre, ça c'est une exigence philosophique, et voir surtout à quel moment, à quelles conditions, suivant quel point de vue il décide d'affirmer quelque chose, avec y compris cette volonté un peu provocatrice de l'aphorisme qui interprète et qui doit être interprété. C'est-à-dire, ne vous contentez jamais, nous dit-il, de prendre pour argent comptant. Je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un prophète. La vérité ne parle pas par ma bouche. Il lui arrive de le dire, y compris par provocation. La vérité parle par ma bouche. Il le dit. Venant de sa part, c'est quand même très drôle. Il faut pas... Après, je m'arrête parce que je suis trop long là-dessus, mais il faut pas oublier de rire avec Nietzsche. Deleuze disait ça à propos de Beckett et de Kafka. Il disait il y a deux types de gens dans le monde. Il y a ceux qui rient à Beckett et à Kafka. Il y a ceux qui ne rient pas. Bon. Et on imagine bien de quel côté il se trouvait. Avec Nietzsche, c'est la même chose. Il est à la fois très... Enfin, mon livre s'appelait La détresse du présent et je parle beaucoup de la détresse de lecture, de la mise en détresse des textes de Nietzsche pour nous. Mais en même temps, si on ne se marre pas avec Nietzsche, on passe à côté de quelque chose sans aucun doute. J'arrête. Pardon. Non, c'est... En fait, au fur et à mesure de ta réponse, mes questions, t'y répondais, donc c'est bien en fait. Et c'est vrai que pas mal d'auteurs qui ont écrit sur Nietzsche ont remarqué qu'il était en contradiction, mais en fait, on dit, oui, mais ça dépend à quel moment, si on se situe au début de son œuvre, au milieu, à la fin, enfin bref. Oui, alors ça, pardon, excusez-moi, c'est valable pour tout le monde, mais aussi, qu'est-ce qu'il cherche à faire à ce moment-là. Et donc ça se reflète notamment dans son fond, c'est-à-dire que c'est un penseur de la nuance, mais aussi dans sa forme, c'est-à-dire qu'il a peu à peu pris un style très aphoristique, donc des aphorismes, des courts textes, enfin plus ou moins longs, bien qu'il soit revenu un peu avec le Zarathustra dans une forme très poétique, et avec d'autres traités plus tard dans des formes toujours assez rédigées, etc. Mais on trouve dans le Gai Savoir, dans Humain trop humain, etc., cette forme aphoristique qui permet d'avoir des points de vue sur le maximum de points de vue, d'angle en tout cas, sur une... Ça, c'était juste ma parenthèse. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions sans que je te les pose. Excuse-moi. non, mais c'est génial, justement, c'est cool. Donc, je voulais passer donc à cet épisode, troisième épisode, après cette longue parenthèse. C'est vrai. Ce troisième épisode, qui est un épisode final dans la biographie de Nietzsche, assez final, parce que c'est le 3 janvier 1889, je crois. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, avant de dire ce qui se passe, il faut dire que plus personne n'est très sûr que ça soit passé. D'accord. Il y a des chances que ce qui s'est passé, que je vais raconter, quel teasing, soit une légende locale qui soit née très très vite au moment où cette chose aurait pu se passer. Donc, mais au fond, peu importe, ça fait partie du destin et de la postérité de Nietzsche. Qu'est-ce qui se passe ? Nietzsche passe la dernière année de sa vie à Turin, de sa vie consciente, on a l'habitude de dire, de la vie où il est productif et où il n'a pas été terrassé par la maladie. Il la passe, donc l'année 1888, il la passe à Turin, dont il dit plusieurs fois qu'il a trouvé la ville qui lui convient, une ville aristocratique, Italie du Nord, une température parfaite. Il était très sensible à la météo à cause de ses problèmes, etc. Et donc c'est une année absolument incroyable de productivité où il va écrire Nietzsche contre Wagner, le cas Wagner, Crépuscule des idoles, l'Antéchrist, Ecce Homo, voilà. Et donc une période d'extrême productivité, une période où en fait on sent qu'il y a un mieux, y compris dans sa santé. Il se plaint beaucoup moins de sa santé. Et malheureusement, c'est vraisemblablement le mieux avant l'effondrement, puisque le 3 janvier 1889, Nietzsche s'effondre mentalement, s'effondre littéralement dans la rue. C'est son logeur, je crois, et un dentiste qui viennent le chercher, qui le ramènent, qui préviennent ses amis restés en Suisse, Peter Gast en particulier, qui vont le ramener en Suisse, qui vont le mettre en institution psychiatrique, etc., etc., et ce sera fini pour lui.
Et dès la fin décembre 1888, tout le monde se pose la question, à quel moment devient-il fou? Pour moi, c'est une question un peu absurde. Mais il se trouve que les derniers textes, deviennent de plus en plus violents, de plus en plus mégalomaniaques, une espèce de grande urgence comme ça. Et il y a ce qu'on appelle les derniers billets de la folie, où il écrit à Cosima Wagner, à Burckhardt, à ses amis, mais il veut écrire au pape, il veut écrire à l'empereur, bon. Et où ces textes, ces courts billets deviennent un peu délirants. Il écrit en disant j'ai eu rendez-vous avec le pape, je lui ai annoncé que j'avais fait fusiller tous les antisémites, je vais faire fusiller le jeune empereur, et il signe Dionysos, il signe le crucifié, il signe Dionysos ou le crucifié contre le crucifié, ça c'est déjà dans l'Antéchrist. Mm-hmm. Il faudra vérifier ou couper ça, parce que je devrais le savoir. Et donc voilà, et le 3 janvier, donc, il s'effondre, et on dit que son effondrement aurait été causé par le spectacle d'un cheval, un cheval de trait, comme ça, qui tirait une lourde charrette, qui aurait été battu assez violemment par son maquignon, parce que j'imagine que l'animal ne voulait pas avancer, et que Nietzsche aurait été pris par une vague violente de compassion pour cet animal souffrant, se serait jeté à son cou en pleurant. Voilà. Et ça aurait été le moment de son effondrement. Alors, donc, outre des questions, vraiment des questions de détails historiques qu'il importe peu de développer ici, qui font qu'on n'est pas très sûr que cette histoire soit vraie. Il se trouve qu'elle est née, cette histoire a commencé à circuler à Turin quelques jours après, mais ni le médecin, ni celui qui l'a recueilli, ni Peter Gast qui est arrivé vite ne font mention de ça. Donc, bon, ça ressemble davantage à une légende locale, parce que Nietzsche était assez connu à Turin, il était pas très, il commençait à peine à avoir quelques lecteurs au-delà d'un tout petit cercle, mais on le connaissait, c'était le professeur Nietzsche, c'était le philosophe, etc. On le connaissait un peu, donc très vite, surtout dans l'Italie de la fin du 19e, les légendes peuvent arriver très vite. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose extrêmement troublante. Imaginons que ce soit vrai. Ça veut dire une chose extrêmement troublante, c'est que Nietzsche a été... Ça dit plusieurs choses. La première chose, c'est que Nietzsche a été toute sa vie un grand critique, un grand contempteur de la pitié. Et de la pitié sous deux formes, la forme chrétienne et la forme schopenhauerienne. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais au fond, l'idée que la seule chose qui nous donne accès à l'autre, il y avait ça chez Rousseau aussi, que Nietzsche exècre, que le seul accès à l'autre, à l'humanité de l'autre, c'est que nous partageons la même souffrance. Et que si tu souffres, je sais ce que c'est. C'est la seule chose que je peux comprendre de toi. Ce que tu penses, ce que tu fais, pourquoi tu prends tes décisions, je ne peux pas comprendre ça. En revanche, ta souffrance, c'est la mienne. C'est ça la compassion. Et Nietzsche dit, d'une part, ça n'est pas vrai. L'autre m'est vraiment étranger. Et que le meilleur moyen d'accéder à l'autre, c'est de garder une distance à l'autre. Non pas. Nietzsche trouvait la compassion ou la pitié, c'est un seul mot en allemand, Mitleid. Donc compassion a une autre tradition que pitié. Pitié, c'est vraiment la tradition chrétienne. Donc Nietzsche, lui, est un penseur plutôt que de cet altruisme par pitié, qui confine aussi à la charité. On est toujours supérieur à celui qu'on aide ou à celui dont on prend pitié. On voit bien souvent les gens qui souffrent, qui disent non, je veux pas de pitié. Donc il y a quelque chose qui résiste chez les gens qui souffrent à la pitié de ceux qui pensent souffrir avec eux, qui en réalité n'ont pas accès à cette souffrance. Et par ailleurs, Nietzsche dit, c'est très bien la pitié, mais vous multipliez la souffrance par deux. C'est-à-dire que si tu souffres et que je commence à souffrir de ta souffrance, c'est malin, on va être deux à souffrir. Donc, je simplifie un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Et Nietzsche oppose à cette pitié qui, au fond, est une manière de viol de la singularité et de la fierté de l'autre. Il oppose plutôt la pudeur. Et ça, ce sont des choses très concrètes. On voit bien la pudeur dont on a besoin
auprès des amis, y compris les plus proches, lorsqu'ils souffrent. Enfin, voilà, donc cette manière d'empiéter sur la souffrance de l'autre, Nietzsche est très sévère à cet égard. Et évidemment, il développe ça d'un point de vue culturel et de critique religieuse, puisque un de ses grands adversaires, c'est quand même le christianisme, qui est, y compris les morales plus laïques, mais basées sur l'altruisme. Il en accuse les Anglais au XVIIIe siècle, bon, qui vont donner y compris des théories économiques ensuite. Bon. Donc Nietzsche est très violent contre cette chose-là, et en même temps, comme il n'est pas un monstre et qu'il n'est pas idiot, il dit, à travers Zarathustra d'ailleurs, la pitié est mon plus grand danger. Voilà. La pitié est contagieuse comme la maladie, voilà, précisément parce qu'elle multiplie la souffrance. Donc cette idée que Nietzsche ait pu succomber à son plus grand danger, d'avoir de la compassion pour cet animal, c'est évidemment troublant. Par ailleurs, et je m'arrête là-dessus, c'est de la pitié ici pour un animal, ce qui, bon, à l'époque, il y avait de grands mouvements. Ce qu'on voit aujourd'hui, la naissance de l'éthique animale, en Allemagne, commençait à se développer. Ah oui, d'accord. Quelquefois sous des aspects un peu mystiques. Grand développement du végétarisme, par exemple. Wagner était végétarien. Et défendait la cause animale. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans l'esprit du temps aussi. Étant donné le concept que Nietzsche se donne de la vie, de la puissance, de la manière d'être au monde, cette vie, évidemment, elle ne concerne pas que l'homme. L'homme est un type d'animal, d'une certaine manière. Donc, il n'y a aucune raison que la souffrance qui traverse un être vivant animal ne donne pas accès au même principe qui est que la vie est souffrance. Et ça, Nietzsche, il a beau être philosophe de la joie, de la puissance, de la danse, de l'esprit libre, c'est un philosophe dont un des grands problèmes, des grandes questions principales est la souffrance et le sens ou le non-sens de la souffrance. Et ça lui vient de Schopenhauer, ça lui vient de son expérience artistique avec Wagner, ça lui vient de son étude de la tragédie grecque, etc. Mais au fond, son premier livre, La naissance de la tragédie, c'est comment une culture, une époque, une civilisation font pour transfigurer la souffrance. La souffrance est absurde. Voilà. Chaque civilisation va essayer de donner un sens à la souffrance. Évidemment, le sens le pire qu'on puisse donner à la souffrance, c'est celui pour Nietzsche que donne le christianisme, c'est-à-dire en châtiment d'un péché. Voilà. Donc voilà pour l'épisode cheval. On espère que ce cheval de trait n'était pas pécheur devant l'Éternel. C'est ça. Au fur et à mesure que tu parlais, je me rendais compte que j'avais 1 milliard de questions à te poser, notamment sur les concepts nietzschéens, parce qu'on ne peut pas parler de Nietzsche aussi facilement que ça, parce que c'est un antisystème, donc on peut pas le systématiser comme on a fait quand j'étais en terminale, par exemple. On présentait Nietzsche comme, alors voilà, Nietzsche c'est surhumain, éternel retour, antéchrist, etc., Dionysos. J'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir le temps de se poser des questions sur chacun de ces concepts, mais à la place, comme il nous reste un peu de temps quand même, je voulais passer à ton livre, La détresse du présent. Donc c'était en 2014 qu'il est sorti. Et là, j'ai l'impression, alors évidemment, là aussi ce serait extrêmement long de développer, mais ce qui est ressorti, à part plein d'idées de ce livre, en moi, c'était que tu essayais de nous poser la question jusqu'où on peut entendre Nietzsche en tant que citoyen des démocraties libérales. En tant que démocrate. En tant que démocrate. Il y a plein de questions, surtout ça concerne la critique de la modernité chez Nietzsche. Il y a beaucoup de passages sur ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, c'est très général comme question. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire dans ce livre? Oui, écoute, de manière très personnelle, au fond, quand on travaille, on essaye de dépasser simplement
les problèmes personnels, mais pourquoi on s'attaque à certains types de problèmes, et de manière très, très simple, au fond. Et au départ clandestine, et puis on finit par le dire et l'expliquer. Pourquoi est-ce que Nietzsche est si important pour moi, si décisif, si influent? Pourquoi il est toujours là depuis, je sais pas, plus de 20 ans? Alors même qu'il y a un certain nombre de choses qui résistent énormément. C'est ce que tu disais, moi c'est la question que j'essayais de poser dans ce livre. Jusqu'où peut-on lire Nietzsche? À quel moment se dit-on non, là mon coco, Frédéric, j'étais gentil, mais là je suis pas d'accord. La question étant rarement d'être d'accord en philosophie, mais de savoir si on accepte de rentrer dans un type de problème, d'une certaine manière, de poser les problèmes, les questions, d'y répondre, etc. Donc, in fine, on peut ne pas être d'accord, mais ne pas être d'accord, c'est pas une affaire d'opinion, me semble-t-il, dans ce cas-là, mais c'est vraiment, on arrive à des choses très, très profondes de position ou de préférence fondamentale de la vie que nous avons et que nous sommes. Bon. Et qui fait que en ce sens-là seulement, moi j'accepte de dire que je suis nietzschéen plutôt qu'hegelien, spinoziste plutôt que kantien, leibnizien plutôt que cartésien. Je suis pas, au fond, je ne suis pas seulement nietzschéen, je suis deleuzien plutôt qu'autre chose, etc. Bref. Donc, une fois investigué, sans qu'on n'arrive jamais au fond, mais une fois investigué pourquoi on a des affinités avec un philosophe ou avec une œuvre philosophique, parce qu'on ne s'adresse jamais que... Enfin, on n'est jamais adressé ou interpellé que par l'ensemble des textes que nous avons. À quel moment ça bloque? À quel moment ça coince? À partir ou en raison d'autres types d'affinités qui font précisément que je ne suis pas que nietzschéen, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont profondément ancrées chez lui, qui ne le sont pas du tout chez moi. Et par exemple, et encore, et ça il faudrait... C'est là que ça devient compliqué, mais bon, je ne veux pas faire de l'auto-analyse sauvage, mais j'essaye d'en rendre compte un peu à titre non personnel dans ce livre. Le problème principal que nous avons avec Nietzsche, me semble-t-il, est un des grands problèmes que nous avons est un problème d'ordre politique. Il y a d'un côté Nietzsche inactuel, intempestif, qui réclame de l'esprit libre, que surtout il ne s'occupe pas de politique. Il est très critique à l'égard et on le comprend, enfin, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et que c'est juste la même chose en pire, les politiques nationales, nationalistes, les défauts de représentativité, la politique internationale, enfin toutes ces choses-là. Bon. Mais le fond de la critique de Nietzsche, parce qu'il est un penseur de la différence, de la distance, c'est que le fond de son affaire, c'est le problème de la hiérarchie. Ça, c'est toute une affaire qui, avant d'être politique, est déjà conceptuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on est un penseur de la réalité comme réalité pulsionnelle, comme volonté de puissance, comme instinct, comme vitalité, j'aime pas beaucoup ce terme, comme énergie, enfin, dynamique, une conception dynamique, et donc pour le vivant pulsionnel de la réalité, on se retrouve avec, et au fond là il est assez proche de Freud de ce point de vue-là, à partir du moment où on reconnaît, mettons chez l'homme, enfin pour l'instant parlons de l'homme, pas de la réalité tout entière, mais dans la mesure où on arrive à dégager chez l'homme un type de réalité pulsionnelle avec beaucoup de contradictions, de luttes, de tensions. Freud fait ce travail-là, y compris les pathologies produites par les contradictions et les luttes pulsionnelles. Si on commence à travailler sur la structure pulsionnelle de l'existence, et donc la multiplicité des pulsions,
qui nous tirent d'un côté, de l'autre, qui nous font faire des choses malgré nous, qui font que quand on dit « je veux », généralement, il y a 15 instincts dans l'inconscient qui ont déjà décidé ce que je voulais. Donc, il y a un déterminisme chez Nietzsche, d'une certaine manière aussi. Hein. En tout cas, un déterminisme de la conscience. Quand on dit « je », généralement, le boulot est fait. Quand on dit « je veux » ou « je sais », généralement, c'est quelque chose d'autre qui veut et qui sait. Et qui est pluriel, c'est ça le problème. À partir du moment où on a cette conception et pulsionnelle et plurielle, il y a un modèle qui se clarifie chez Nietzsche, c'est celui de l'organisation et la hiérarchisation. C'est-à-dire comment on passe du chaos à l'ordre. Et ça, c'est d'un point de vue organique, physiologique, un point de vue psychique, un point de vue culturel, politique, etc. Et Nietzsche, ce qu'il repère toujours dans la morale, dans l'histoire, dans la religion, dans la politique, dans l'époque actuelle, c'est la manière dont l'individu, qu'il appelle l'individu moderne, est incapable de hiérarchiser, ou la culture moderne est incapable de hiérarchiser ses propres pulsions, disons. Et au fond, la modernité est tirée à U et à dia comme ça, en fait même un principe esthétique. Ce sont des critiques qu'on retrouve chez Baudelaire, par exemple. Nietzsche, à la fin de sa vie, lit Baudelaire. Et qui font que il y a un moment où une culture préfère une espèce de chaos affaibli plutôt qu'un ordre tendu sous la direction de certaines, non seulement pulsions, mais certaines valeurs, certaines normes régulatrices. Bon. Et ça l'amène de manière assez sévère à juger la démocratie libérale naissante, les droits de l'homme, l'égalitarisme, etc., le socialisme, l'anarchisme. Bon, il fera pas toujours de très grandes distinctions dans tout ça. Pour lui, tout ça, ça reste du démocratisme qui est lui-même le rejeton du christianisme qui est lui-même un platonisme pour les pauvres, comme il disait. Donc, cette critique sévère des droits de l'homme, de l'égalité, de la dignité de tous, etc., en réalité de l'humanisme en tant qu'il a défini la nature humaine de manière stable, avec l'égalité des hommes entre eux, la dignité de l'homme en tant que tel, etc. Et donc, à partir de là, il va développer une critique extrêmement dure, en particulier de toute tendance égalitariste. La question, c'est qu'il ne se contente pas de dire le concept d'égalité de tous les hommes entre eux est absurde. Bon, là, il oppose le fait au droit, évidemment. Il ne veut pas entendre parler de droit de ce point de vue-là. Il ne veut pas entendre que c'est une égalité de droit. Et lorsqu'il entend que c'est une égalité de droit, il se pose la question, qui a intérêt à juridiquement déclarer que tous les hommes sont égaux? Et il voit dans cet égalitarisme-là, dans ce démocratisme-là, comme dans le christianisme, une haine de la vie dans ses différences, une haine de la puissance, une espèce de vengeance des impuissants, ou ce qu'il appelle à un moment une morale d'esclave. Alors là, je prends tous ces mots avec beaucoup de guillemets, les esclaves, les impuissants, les faibles, etc. Le travail est fait. Ceux qui ont un peu lu Nietzsche et sur Nietzsche savent qu'on n'a pas affaire ici directement à un vocabulaire fasciste, mais on sait combien, on sait quel sera le destin de ce type de vocabulaire. Bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant, et ce qui, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait devant ça? Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Moi, on ne me fera jamais affirmer qu'il faut renoncer à l'égalité des hommes entre eux et à l'universelle dignité d'une vie humaine. Ça, bon. Et on ne me fera pas non plus préférer un régime aristocratique dont il lui arrive de parler, quelquefois même avec un peu d'excès, un système de caste. Il lui arrive à la fin de sa vie de louer le système de caste hindou, etc., etc. Bon. Donc ça, on ne me vendra pas ça.
Mais en même temps, ce qu'on me vend, ce qu'il me vendra, c'est les raisons pour lesquelles il le fait. Et les raisons pour lesquelles il le fait, dans l'extrême conséquence de sa pensée, je pense qu'il ne fait vraiment pas n'importe quoi, c'est la dimension critique de ça. C'est-à-dire que le résultat, ce qu'il appellera lui-même à la fin de sa vie, la grande politique, qui est elle-même très expérimentale, qui n'est jamais un programme politique en disant il faut faire ça, ça, ça et ça, on peut le voir très clairement dans les textes, ce sont des hypothèses, ce sont quelquefois des métaphores, pas toujours. Bon, c'est un peu cette grande politique, qui est une politique hiérarchique, me fait souvent penser, et d'ailleurs je pense que Nietzsche en est conscient, à la République de Platon. Comment, suivant quelle hiérarchie et quelles valeurs, on organise la cité. Bon. Et au fond, ce qu'on trouve chez Platon, de la cité divisée en différentes classes et dirigée par les fameux philosophes rois, c'est-à-dire par une souveraineté de l'esprit et de l'esprit philosophique. Là, il me semble que Nietzsche est aussi philosophe ou plus philosophe que les philosophes, c'est-à-dire qu'il a en lui, bien qu'il critique toute l'histoire de la philosophie, il a en lui cette pulsion, cette affinité platonicienne de voir au sommet de la civilisation le modèle du philosophe qu'il appellera le philosophe de l'avenir. Un certain type de philosophe, à la fois créateur, législateur, mais aussi contemplatif, qui, dit-il, quelquefois ne se mouillerait pas les mains dans les affaires politiques. Donc, qu'est-ce que c'est c'est pas non plus un tyran, c'est pas un despote éclairé au sens XVIIIe siècle qui régente sur tout. C'est une espèce de serre comme ça, où on pourrait éduquer, élever un type d'homme qui développerait la souveraineté de l'esprit. Ça, c'est un beau programme, après tout. Bon. Donc, cette chose-là, je me suis un peu perdu parce qu'il fallait faire ces détours-là, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui, dans sa critique de la modernité, dans sa critique de la démocratie, dans sa critique de l'État-nation, des nationalismes, y compris de l'antisémitisme, du pangermanisme, que sais-je encore, toutes ces choses de son époque qu'il critique, ce qui m'importe, c'est de voir ce que nous pouvons en faire pour une critique du présent. Et il me semble que de ce point de vue-là, il m'arrive souvent de le dire, nous n'avons pas cessé d'être ces modernes dont Nietzsche parle. Et que nous avons beau être post-modernes, à plein d'égards, ça a peut-être du sens, mais du point de vue de ce que touche fondamentalement, c'est-à-dire le type homme que définit et critique Nietzsche, j'ai fait un lapsus parce que je voulais parler de Foucault, ça me semble extrêmement important. Et je finis arbitrairement, parce qu'on pourrait continuer, mais je finis ma réponse précisément sur Foucault, qui a fait la même chose d'une certaine manière, qui on ne peut pas reprocher d'être fasciste, au contraire, même si le rapport de Foucault à la politique, comme le rapport de Deleuze à la politique est toujours compliqué, le rapport des philosophes à la politique est compliqué, toujours. Et que même pour un philosophe, être démocrate, c'est compliqué. Voilà. C'est bizarre à dire, mais c'est compliqué. Il y en a pour qui ça l'est moins. Je pense à quelqu'un comme Rancière, qui est un profond démocrate. D'autres, même s'ils savent qu'ils ne seront pas comme citoyens autre chose que des démocrates, ils savent que ça pose des problèmes. Problèmes à la pensée, pas à l'action, pas à ce qu'on va voter, pas au régime qu'on défend, pas au droit qu'on défend. Bon. Et c'est là qu'il faut apprendre à articuler de manière très nuancée les expérimentations, y compris risquées de la pensée, et la droiture d'une action. Et donc Foucault n'a pas fait autre chose. Là où Nietzsche parlait de la mort de Dieu, etc., Foucault parlait de la mort de l'homme. On lui en a fait grief, c'était une formule provocante. Il voulait dire de l'homme tel qu'il a été défini par des siècles de dispositifs de savoir et de pouvoir, d'une certaine universalité de l'homme de l'humanisme, disons. Et Nietzsche, comme Foucault,
sans être des nihilistes qui veulent détruire la civilisation, ou bien au contraire, ils sont extrêmement nuancés. Ce sont des gens qui ne prennent pas, des penseurs qui ne prennent pas pour argent comptant la définition de l'homme que l'humanisme historique, y compris le libéralisme politique, a donné de l'homme au cours des siècles. Et que ça a un prix. Et que l'égalité de droit, par exemple, a un prix sur une pensée, une expérimentation des singularités. On voit bien aujourd'hui comment il est difficile d'articuler concrètement l'universalisme et le particularisme, ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu creuse la diversité, d'articuler quelque chose qui ne soit pas un relativisme moral tout en ne devenant pas un impérialiste de l'universel. On voit bien comment les grandes démocraties vont défendre leur concept universel à coup de bombe. Bon, voilà. Donc, je dis des banalités, mais c'est exactement à ce point, au moins, de méfiance, de soupçon, qu'il faut qu'en tant que démocrate, et nietzschéen si c'est possible, on essaye de produire une critique des choses, y compris qui nous tiennent le plus à cœur. Ouais. Voilà. Très bien. Comme le temps passe très vite, et on est déjà à la conclusion. Oui. C'est dommage. Et, moi, il y a une question, en tout cas personnellement, que j'aurais aimé te poser. C'est, je ne sais pas si on peut parler d'un aboutissement dans la philosophie Nietzsche, mais en tout cas, j'aimerais en savoir plus, en tout cas avoir ton point de vue sur ce que c'est le concept du surhumain. Ouais. Oui, alors... Tu appelles ça une conclusion? J'appelle ça une conclusion dans le sens où dans le Zarathustra, c'est vrai qu'il appelle au surhumain, donc il y a eu des mésinterprétations tout au long du XXe siècle. Comment on peut penser le surhumain aujourd'hui? Alors, je ne te demande pas tout un cours sur ce qu'est le surhumain, etc. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, je vais essayer de te répondre simplement. Il y a juste une petite remarque que je veux faire, c'est que le surhumain a pris des dimensions incroyables dans la réception de Nietzsche, y compris de très mauvaises réceptions, y compris dans l'idéologie nazie, mais en réalité, moins que le concept, mais la figure du surhumain chez Nietzsche n'apparaît que dans Zarathustra. Zarathustra, qui, comme tu l'as dit toi-même, est une œuvre poétique, avec énormément de métaphores, de paraboles, je dirais plutôt, d'histoires, etc. C'est une fiction philosophique, et que le surhumain apparaît dans ce contexte, et que la figure disparaît quasiment après. Elle n'apparaît quasiment pas avant. Il lui arrive de parler de type relativement surhumain, mais généralement il parle de grands héros de la Renaissance ou de l'histoire. Donc on n'est pas... ce sont des individualités supérieures, disons, relativement surhumaines. Et ensuite, il y a un texte intéressant dans Ecce Homo où il dit, bon, même le surhumain, combien de fois ne m'a-t-on pas compris, et en particulier sur cette histoire de surhumain, évidemment, comment les Allemands l'ont compris, comme une espèce de héros, de condottiere, et comme ça. Et ça le fait marrer, Et au fond, c'est presque tragique, cette remarque dans Ecce Homo, parce que c'est sur le mode mineur, ce qu'il aurait pu écrire de manière complètement catastrophée s'il avait pu savoir que les nazis s'en empareraient. En un mot et demi, je vais vraiment essayer d'être court et simple. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette définition universelle de l'homme, sur le concept abstrait d'homme, comme le concept de feuille, dont on parlait tout à l'heure. Donc, qui est à la fois une critique de la morale, du langage, de la philosophie, de l'abstraction, de l'universalisme, etc. À partir du moment où l'homme est repensé dans une pensée que tu appelais toi-même tout à l'heure très justement des degrés de puissance, des variations, des multiplicités d'états, et non pas des grandes oppositions binaires, homme, animal, bon, que sais-je, surhomme, sous-homme. Ce ne sont pas des natures, ce ne sont pas des substances. Ce sont des réalités vivantes qui sont soumises à énormément de variations culturelles, psychiques, physiologiques, qui font que l'homme, et Nietzsche le dit, n'est pas une espèce fixée. L'homme est l'animal qui ne s'est pas fixé,
tortue, ça s'est fixé depuis la préhistoire, et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'elles vivent si longtemps. C'est une forme de vie qui s'est davantage fixée. Je ne veux pas faire insulte aux tortues qui varient comme tout le monde. Pour les tortues qui pourraient nous regarder. Voilà, hein, mais respect aux tortues. Je veux dire que l'homme est précisément, pour tout un tas de raisons, cet animal non fixé. Voilà. Ce sont des choses que reprendra par exemple un penseur comme Sloterdijk, le philosophe allemand Sloterdijk, lui-même parle de néothénie, c'est-à-dire que l'homme naît sans être achevé, bon, et qui passe son temps à essayer d'achever une gestation qui n'a jamais été portée jusqu'au bout. C'est intéressant. Bon. Dans la mesure où l'homme n'est plus cette nature, ce concept universel, eh bien, dans la mesure où Nietzsche a fait la généalogie de ce que la culture européenne avait fait comme type d'homme, où il a passé son temps à faire des typologies des différents types d'hommes, l'homme hindouiste, l'homme grec, l'homme romain, l'homme européen, l'homme juif, l'homme chrétien, etc. Il y a des tas de types chez lui, historiques, pas substantiels. Ce ne sont pas des affaires de sang, ou quand il parle de race, il en parle au sens antique de tribus historiques. Hein, c'est pas biologique chez lui. Après, il y a des conséquences biologiques. Si on vit dans le nord, si on vit dans le sud, si on est chrétien, le problème d'être juif, c'est pas le sang, c'est que être juif pendant des millénaires vous change une physiologie, dirait Nietzsche. Bon. C'est valable pour tout le monde. Donc, à partir du moment où il revient à ce concept non terminé, historiquement déterminable, suivant un certain nombre de processus de civilisation de l'homme, à ce moment-là, il se dit, puisqu'il a passé son temps à faire la critique, la généalogie de ce type d'homme que la morale, en particulier judéo-chrétienne, a rendu malade, a fait se retourner contre lui-même par le ressentiment, la mauvaise conscience, le sentiment de la faute, par un égalitarisme, dit-il, qui élague toutes les différences, toutes les possibilités de s'épanouir, de créer, de légiférer, etc. Il dit, il faut se poser la question de comment nous pourrions élever, dit-il, ou éduquer, si on veut être plus politiquement correct, un autre type d'homme. Pas en faisant des mélanges biologiques. Hein. Il y a une forme d'eugénisme chez Nietzsche, mais c'est un eugénisme culturel. Il lui arrive, je l'avoue, dans certains textes, de parler de croisement, y compris de croiser des races, par exemple. Il n'est pas contre, d'ailleurs, apparemment. Non, il n'est pas contre. Non, contraire. Il y a des pratiques eugéniques qui sont des pensées qui sont d'ailleurs souvent développées chez des penseurs plutôt de gauche au 19e. C'est très ambigu, la question d'eugénisme. Donc on ne peut pas complètement le laver de cet eugénisme-là. En même temps, pardon, mais nous pratiquons tous les jours, en démocrates que nous sommes, des formes extrêmement violentes d'eugénisme. Je ne rentre pas dans le détail de ça. Mais en tout cas, à partir du moment où on se pose la question, quel type d'homme voulons-nous élever ou sculpter qui ne soit plus l'homme malade des derniers 2500 ans de ressentiment, de mauvaise conscience, d'aplatissement, d'affaiblissement du type homme depuis, en gros, Socrate, Saint Paul et la modernité. À ce moment-là, la figure potentielle qui sortirait de cette question-là, que serait un homme capable de se dépasser lui-même vers un type qui soit de la santé, de la créativité, de la législation, de la liberté de l'esprit, de la fidélité à la terre, dit-il, et non pas de fantasmes d'arrière-monde, etc. Eh bien, cette figure-là, on pourrait l'appeler quelque chose qui serait plus qu'humain, übermenschlich, et qui serait quelque chose de surhumain. Voilà, de supra-humain. Donc c'est au fond une chose... je n'essaie pas de rabattre le concept, j'essaie de rappeler ce qu'il est dans le questionnement Nietzsche, hein, et dont on a essayé de refaire le parcours par bribes. Voilà. C'est comme si on concluait par un questionnement, c'est très... Oui, ne jamais conclure. Ne jamais conclure. S'arrêter, mais ne pas conclure. C'est ça. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Dorian Astor. Merci à toi, Pierre. C'était très agréable pour moi. Merci. Pour moi aussi.